Il aurait fallu que j'oublie les documents, que je rentre à la maison et que je voie ma femme jouer à des jeux avec son ami. Ce n'était pas comme des jeux d'enfants. J'ai une femme, Michel. Elle a 31 ans. Nous avons vécu ensemble plus de 6 ans, mariés depuis presque 5. Au départ, nous voulions des enfants, mais nous n'avions pas d'argent. Et tout semblait toujours arriver au mauvais moment. Avec le temps, nous avons simplement commencé à y penser, de moins en moins. Finalement, nous avons complètement cessé d'y penser. Mais à part cela, nous formions un couple solide. Du moins, c'est ce que je pensais. Michel était vive, charismatique, avec cette lueur un peu folle dans les yeux, qui était à la fois attirante et épuisante. Elle avait son propre petit atelier où elle faisait du design de mode, principalement, des commandes individuelles, et moi je travaillais comme ingénieur système, ennuyeux, mais stable, et des clients réguliers. Je partais le matin et revenais le soir. Une vie humaine typique. Nous avions souvent des invités. Michel aimait organiser des soirées. Vin, amuse-gueule, lumière tamisée, du jazz léger ou quelque chose d'atmosphérique. Je me surprenais souvent à penser que tout cela n'était pas seulement pour socialiser, mais comme une scène, sur laquelle Michel jouait son rôle. Elle aimait être au centre. C'était sa façon de respirer, de briller. J'étais à côté, plutôt comme le personnel technique. Je préparais, servais, nettoyais, et ne dérangeais pas. Cela me convenait. Je pensais ce que c'était, comme ça que ça devait être. L'essentiel est que la personne que tu aimes doit soit heureuse. L'une de ses amies était Rosa. Michel l'appelait presque son âme sœur. J'avais beaucoup entendu parler d'elle avant même de la rencontrer. Elles avaient étudié ensemble, partagé une chambre à l'université, traversé beaucoup de choses. Rosa était de ces femmes qui se sentent toujours sûres d'elles, avec un regard perçant, une légère moquerie et cette grâce sensuelle qu'on ne peut pas feindre. Quand elle est apparue pour la première fois chez nous, j'ai immédiatement remarqué comment Michel s'animait, se comportant différemment à ses côtés, pas comme avec ses autres amis, comme si elle revenait à une ancienne version d'elle-même, plus libre, moins domestique, épanouie. À l'époque, je n'y prêtais pas attention. Pourquoi l'aurais-je fait? De temps en temps, Rosa restait dormir chez nous, généralement après des rencontres tardives ou des fêtes. Michel disait que Rosa n'avait pas encore résolu son problème de voiture. Et puis, elle n'avait pas envie de traverser toute la ville seule la nuit, et cela ne me dérangeait pas. Je comprenais ce que c'était d'être de proches amis. Tout semblait inoffensif, mais seulement à première vue. Je dirais même que Rosa et moi avions de bonnes relations. Elle était polie, savait comment se comporter, ne se mêlait pas de mes affaires, mais savait écouter. Si la conversation s'engageait, elle était toujours une bonne interlocutrice. Elle riait souvent de mes blagues, même les plus stupides et sèches. Parfois, nous cuisinions ensemble pendant que Michel était occupé à autre chose. J'aimais ça. Tout était très correct. À ce moment-là, je ne pouvais même pas imaginer en quoi tout cela allait se transformer. Il me semblait que notre vie suivait simplement son propre orbite, parfois grise, parfois lumineuse, mais stable, sans bouleversement. Ce jour-là, c'était un dimanche. Je prévoyais d'aller chez mon ami Marc. Nous ne nous étions pas vus depuis longtemps, et sa voiture venait de tomber en panne. Il fallait aider, avec le diagnostic. Michel était à la maison. Étonnamment, elle était d'humeur calme. Elle portait des leggings de sport et un pull ample. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle n'avait même pas de maquillage sur le visage. Elle avait cette sérénité domestique, que j'aimais particulièrement. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, discuté un peu. C'était même confortable. Je me souviens qu'elle m'a embrassé sur la joue avant que je parte. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce baiser. Alors que je m'apprêtais à partir, elle m'a arrêté avec une phrase lancée comme en passant. Écoute, Rosa arrivera vers le soir, et passera la nuit chez nous. Ça ne te dérange pas? Elle travaille à l'autre bout de la ville, et c'est compliqué avec les hôtels en ce moment. Ça ne te dérange pas? J'ai haussé les épaules.
Bien sûr, ça ne me dérange pas. Nous l'avons déjà fait, 1 million de fois. Je suis parti, toute la journée s'est déroulée calmement, agréablement, sans stress. Vers 9 heures du soir, Marc et moi étions assis sur la terrasse, en train de finir notre bière. Soudain, j'ai réalisé que j'avais oublié dans le tiroir de la cuisine chez moi des documents importants pour la voiture, dont j'avais besoin pour lundi. En haussant les épaules, je me suis excusé et je suis reparti. Oui, j'avais bu un peu de bière, mais je me sentais bien. J'ai pris la responsabilité de toute issue possible, mais j'étais sûr à 100% que tout se passerait bien. Il n'y avait aucune inquiétude, juste de l'irritation à cause de mon oubli. Quand je suis arrivé chez moi, tout était sombre. Seule une des pièces était faiblement éclairée. J'ai essayé de ne pas faire de bruit, car je ne voulais pas réveiller Michel et Rosa. J'ai inséré la clé, ouvert la porte, et me suis retrouvé dans une pénombre silencieuse. Tout était exceptionnellement calme, même pour la nuit. Je suis allé à la cuisine pour prendre les documents, mais quand je les ai trouvés, quelque chose m'a arrêté. Des sons étouffés provenaient du fond de la maison, de, de la chambre d'amis, pour être précis. Au début, j'ai pensé que c'était la télévision ou de la musique, mais ensuite j'ai entendu des gémissements. D'abord silencieux, puis un peu plus fort. Et il y avait quelque chose en eux, quelque chose d'extrêmement intime. Et là je me suis figé. Il n'y a que Michel et Rosa dans la maison. En une seconde, 1000 versions ont traversé mon esprit. Et s'il y avait aussi des hommes ici? Je suis allé doucement, sans allumer la lumière. J'ai passé le couloir, je me suis approché de la porte de la chambre d'amis. Elle n'était pas fermée, mais bien poussée. À travers la fente, on entendait un murmure rythmique et contenu, une respiration, et, encore, deux voix féminines. Je n'ai pas tout de suite osé. Il me semblait que j'allais simplement devenir fou. Mon cœur battait quelque part dans ma gorge. J'ai sorti mon téléphone, juste, au cas où j'en aurais besoin. Puis, sans m'en rendre compte, j'ai doucement poussé la porte. Ce que j'ai vu m'a frappé comme une balle. Elles étaient allongées sur le lit. Michel était complètement nu. Son corps se courbait sous les caresses et les baisers. Rosa était allongée entre ses jambes. Et Michel gémissait, comme si elle avait oublié le monde entier. Elles n'étaient pas dans cet acte comme des amis. C'était quelque chose de différent, comme si c'était familier depuis longtemps, répété, comme si ce n'était pas la première fois. Je n'ai pas fait un bruit, je suis juste resté là. Mes yeux étaient prêts à sortir de leurs orbites. Le téléphone dans ma main enregistrait toujours. Un froid glacial m'a envahi. Pas par ressentiment, mais parce que j'avais perdu un point de réalité. Je ne savais pas quoi faire, quoi dire, comment réagir. C'était un choc. Le choc, le plus pur et paralysant. Ma femme et une autre femme. Pas un homme. Et que faire dans ce cas-là? Je me suis retourné et je suis sorti tout aussi silencieusement. Ce n'est que plus tard dans la voiture que j'ai commencé à trembler. Je suis resté assis, fixant le volant, avec une seule pensée en tête. Pourquoi? Je ne suis pas retourné chez Marc. Je n'ai appelé personne. Je me suis simplement promené en ville, sans but, sans direction. Plusieurs fois, je me suis approché du quai, je me suis arrêté quelques fois devant des supermarchés ouverts 24 heures sur 24. Et une fois, je suis resté simplement sur le parking d'une station-service, regardant dans l'obscurité. J'ai rangé le téléphone dans la boîte à gants, et je n'y ai pas touché jusqu'au matin. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je ne ressentais rien du tout, comme si mes émotions étaient en hibernation. Il ne restait que le bourdonnement du vide, le bourdonnement de la paralysie intérieure. Tout ce que je savais de notre vie semblait maintenant être un morceau de décor théâtral. Pour la première fois, je me suis senti étranger dans ma propre réalité. Je suis rentré vers le matin. Michel était dans la cuisine. Ses cheveux s'étaient légèrement ébouriffés. Elle portait le t-shirt, dans lequel elle avait dormi. Pas la moindre trace d'inquiétude sur son visage. Elle a demandé pourquoi je n'étais pas rentré hier, et j'ai simplement dit que j'étais resté chez Marc, parce qu'il était tard.
Elle a hoché la tête et c'est tout. Pas une once de soupçon, pas une mention de Rose. Elle se comportait comme si de rien n'était. Ni la nuit, ni à la maison, ni entre eux. Et cela, honnêtement, était même plus effrayant que si elle avait essayé de mentir, ou de se justifier. Les jours suivants étaient flous. Je travaillais, je mangeais, je dormais, je souriais quand il le fallait. Et à l'intérieur, tout bourdonnait. Je ne posais aucune question, je ne disais rien, je me contentais d'observer. Michel était elle-même, même plus affectueuse que d'habitude. Elle proposait de passer le week-end ensemble, demandait si je voulais aller au restaurant avec elle. À un moment donné, elle a commencé à discuter des idées de vacances. Tout semblait indiquer qu'elle voulait se racheter de quelque chose, mais sans jamais l'admettre. J'ai commencé à fouiller dans nos conversations des derniers mois, à remarquer où elle changeait brusquement de sujet, quand il s'agissait de Rose. Je me suis souvenu comment, il y a quelques semaines, elle avait dit que Rose traversait un divorce, et avait vraiment besoin de notre soutien, donc elle resterait souvent pour la nuit. À l'époque, cela ne m'avait pas semblé étrange, mais maintenant, cela paraît extrêmement stupide. J'ai commencé à comprendre. Et si cela se passait depuis longtemps déjà? Et si je ne comprenais tout simplement pas, ou ne voulais pas remarquer, ne voulais pas y penser, je ne voyais tout simplement pas? Plusieurs fois, j'ai regardé cet enregistrement à nouveau. Non, pas par masochisme. Je voulais juste m'assurer que ce n'était pas un rêve, que je n'avais pas inventé, que tout s'était vraiment passé, que ce n'était pas le fruit de mon imagination fatiguée. Le plus douloureux était de réaliser non pas la trahison, mais que Michel, elle était ma femme, ma famille, ma vie, elle a fait cela avec quelqu'un d'autre, dans notre chambre, avec celle que je considérais simplement comme une amie de la famille. Elle le faisait avec l'absolue certitude que je ne le découvrirais pas. Ce n'était pas simplement une trahison, c'était une démonstration de confiance, sur laquelle elle crachait, par le silence, derrière lequel se cachait toute une seconde vie. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette déception est forte. Suis-je pas assez bien, ou ai-je tout gâché au point qu'elle a choisi une femme plutôt qu'un homme? Je ne sais pas. Une semaine est passée. 7 longs jours pendant lesquels je suis resté silencieux. Michel se comportait comme si tout était comme d'habitude. Mais je remarquais qu'elle me regardait un peu plus longtemps que d'habitude. Comme si elle ressentait quelque chose, ou craignait que je ressente quelque chose. Mais j'attendais. Je ne savais rien, moi-même. Peut-être qu'elle commencerait elle-même cette conversation, ou que j'aurais enfin le courage de tout dire. Mais ni l'un ni l'autre ne se produisait. La décision est venue comme une vague froide, sans émotion, sans colère, sans peur, juste un calme. Il est temps. C'était un vendredi soir. Nous avons dîné et Michel est allé prendre une douche. Quand elle est sortie dans son t-shirt de maison, avec une serviette sur la tête, j'étais déjà assis sur le canapé dans le salon. La lumière était tamisée, la pièce était silencieuse, seulement le tic-tac de l'horloge murale. Elle s'est assise à côté de moi, a plongé son regard dans le mien, et, pour la première fois depuis tout ce temps, j'ai senti qu'elle était vraiment inquiète. Je lui ai dit que je voulais parler. Elle s'est figée. Elle s'est légèrement redressée, m'a regardé d'un air interrogateur, et j'ai commencé. Sans accusation, sans cri, sans haine. J'ai simplement dit que je savais, que je les avais vus. Cette nuit-là, j'étais à la maison. J'ai entendu, et j'ai tout filmé. D'abord, elle est restée assise comme pétrifiée. Puis son visage a tressailli, ses lèvres ont commencé à bouger, comme si elle cherchait des mots, mais ne pouvait pas les trouver. J'ai continué. J'ai dit que je m'étais tue parce que je ne savais pas comment réagir, parce que je ne savais pas ce que je ressentais, parce que je ne savais pas qui elle était désormais pour moi. Michel a lentement fermé les yeux, puis les a ouverts et a dit doucement, très doucement, je ne voulais pas, je ne voulais pas que tu saches. Puis elle a commencé à pleurer. Mais cela ne m'a pas touché, ni ses larmes,
ni sa phrase. Je n'ai pas demandé combien de temps cela durait. Je ne voulais pas savoir. J'avais déjà vu assez. J'ai seulement demandé pourquoi elle avait fait ça, mais il n'y avait pas de réponse. Elle a commencé à parler de solitude, du fait qu'à ce moment-là nous étions devenus des étrangers, du fait que Rosa était simplement là, qu'elle avait peur d'avouer, peur de détruire notre famille, peur de perdre ce que nous avions. Je me taisais, je la regardais simplement, puis j'ai entendu une brève question. Tu vas partir? J'ai juste répondu que je ne savais pas encore, mais que je ne comptais plus vivre dans l'illusion. Alors elle s'est mise à pleurer de nouveau. Je me suis levé, j'ai dit que je passerais la nuit chez Marc. Elle me suppliait de rester, disait qu'elle allait tout arranger, que ce n'était qu'un moment de faiblesse, qu'elle ne savait pas comment cela avait pu arriver. Mais je n'écoutais, déjà plus. J'ai simplement pris ma veste, et je suis parti. C'était la première nuit où j'ai ressenti que j'étais vraiment seul. Mais dans cette solitude, aussi étrange que cela puisse paraître, il y avait plus d'honnêteté que dans la dernière année de notre vie commune. Après cette nuit-là, je ne suis rentré chez moi que quelques fois, et seulement pour récupérer des affaires, principalement des vêtements et mon ordinateur portable. Michel demandait à parler, elle écrivait, pleurait lors de nos rencontres, disait qu'elle était perdue, qu'elle voulait tout recommencer. Mais à l'intérieur de moi, c'était comme si quelque chose s'était brisé. Je ne la ressentais plus, je ne nous ressentais plus. Rester dans cette maison signifiait me trahir moi-même. Je ne suis pas parti dans une autre ville. Je me suis simplement mis à vivre selon mes instincts. Je dormais chez des amis. Je prenais des jours de congé au travail. Je me promenais beaucoup sans but. Et un jour, lors d'une soirée particulièrement morose, alors que j'étais assis dans un bar et que je regardais bêtement l'écran de mon téléphone, mon vieil ami Michael m'a écrit. Il vit en Europe, en Allemagne. Nous ne nous étions pas vus depuis de nombreuses années. Il savait qu'il m'était arrivé quelque chose, mais il n'est pas entré dans les détails. Il a écrit un message des plus simples. Si tu veux changer d'air, viens. J'ai une chambre libre en ce moment. Ne pose pas de questions. Viens juste. Honnêtement, à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé et en même temps m'a relevé. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas pesé le pour et le contre, j'ai simplement ouvert l'application de billets et acheté le vol le plus proche. Le lendemain, j'étais déjà à l'aéroport, sans plan précis, sans valise, avec juste un sac à dos. Le vol s'est déroulé en silence. Ma tête était vide, sans pensée superflue. Une seule question. Et si c'était exactement ce dont j'avais besoin? Quand je suis arrivé chez Michael, tout semblait être un rêve. Un autre pays, un autre air, d'autres rues. Nous étions assis dans sa cuisine, buvant un café allemand fort, et il a simplement dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Ces mots étaient aussi nécessaires qu'une bouée de sauvetage. Je ne savais pas quoi faire ensuite, mais je savais une chose. Je ne voulais plus revenir. J'ai commencé par une simple promenade, un peu de travail à distance, des notes quotidiennes de pensée dans un carnet. Parfois, je ne pouvais pas dormir la nuit, et je me souvenais encore et encore de ce moment. La chambre d'amis, des chuchotements, des gémissements, et ma femme qui n'était plus la mienne depuis longtemps. J'essayais de ne pas penser à ce qui allait suivre, juste vivre, sans plan, sans douleur. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas besoin de faire semblant que tout allait bien. Tout n'allait pas bien, et il y avait une certaine vérité, là-dedans. Je ne me suis pas divorcé, j'ai juste disparu. Pas de conversation finale, pas de séparation, ni avec Michel, ni avec Rosa. Je n'ai même pas laissé de mots. J'ai éteint le téléphone, supprimé les réseaux sociaux, jeté la carte SIM, changé d'adresse. Les gens qui me connaissaient ne pouvaient plus me retrouver. Et c'était la décision la plus juste de ma vie. Parfois, je me surprenais à penser que je n'arrivais pas à croire comment tout s'était passé. Il n'y a pas si longtemps, je construisais une famille. Je pensais à la maison, au travail, à la stabilité. Et maintenant, je me réveille dans un autre pays, dans une chambre où m'a installé une personne, qui ne m'avait pas vu depuis des années. Malgré tout ce chaos, je me sentais vivant. Solitaire?
Brisé? Oui, mais vivant. Avec Michael, nous n'avons presque pas discuté des raisons de mon départ. Il était de ces gars qui savaient garder le silence et te faire sentir en sécurité à côté de lui. Nous nous promenions beaucoup, parlions de choses abstraites, rions, comme si nous avions de nouveau 20 ans. Mais la nuit, quand tout se calmait, cela me submergeait. Les souvenirs, les dialogues, les intonations refaisaient en surface. Comment Michel m'appelait mon chéri. Et des années plus tard, elle murmurait la même chose à Rose. Comment je me promenais dans la maison, sans me douter qu'il n'y avait plus d'amour, sous mon toit depuis longtemps. Parfois, j'avais envie d'écrire, de dire quelque chose, mais je comprenais que ce ne serait pas pour le pardon, mais pour la douleur. Je n'avais plus rien à faire là-bas. J'ai tout laissé tomber. Je suis simplement sorti de cette vie. À un moment donné, j'ai commencé à dessiner. Je n'ai jamais fait ça, et je ne sais pas comment. Je ne savais pas comment faire. J'ai simplement ouvert un carnet et commencé. Chaque ligne semblait extraire de moi, le pu du ressentiment. Parfois, des visages apparaissaient, féminins, trop ressemblants à elle. Parfois des formes abstraites, parfois juste des taches noires. Et un matin, en me réveillant, j'ai compris que je ne voulais pas revenir. Ni en Amérique, ni dans cette maison, ni vers cette personne. Ni vers Michel, ni vers Rose. Elles sont restées là-bas, dans le passé, où je n'existais plus. J'ai commencé à chercher un logement. J'ai trouvé un petit studio avec vue sur une vieille rue. Il y faisait froid, ça sentait les vieux livres, et je ne connaissais aucun voisin, encore moins la langue. Mais c'était ma liberté, à moi, pure, sans mensonge ni trahison. C'était ma nouvelle maison. Il s'est écoulé probablement 3 mois. Je m'étais déjà installé dans le nouveau pays. J'avais commencé à gagner un peu d'argent à distance. Je faisais de la révision de textes, je traduisais des articles, je cherchais n'importe quoi pour payer le loyer et la nourriture. Une vie simple et modeste, mais telle, un silence dans ma tête, que je n'avais pas connu depuis des années. Sans dispute matinale, sans dialogues vides, sans tintement de verre dans le salon avec un sourire. Et un matin, j'ai ouvert mon ancien compte de messagerie. Pas celui du travail, mais le personnel. Celui sur lequel presque personne n'écrivait. Et il y avait un message de Michel. Bref, sans salutation, sans excuse. Juste quelques phrases. Je ne sais pas où tu es. J'espère que tu es en vie. Rose et moi ne parlons plus. Elle est partie, disant qu'elle ne peut pas me regarder dans les yeux. Je ne cherche pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que j'ai honte chaque jour. J'ai longtemps regardé l'écran. Je pouvais répondre, écrire tout ce que je pense, dire comment elle m'a détruit, comment la trahison a effacé ma confiance en tout. Je pouvais, mais j'ai simplement fermé le message et je n'ai plus jamais ouvert cette boîte mail. Je ne parlais pas non plus avec Rose. Pas un mot, pas une réaction à ces messages dans les premiers jours de ma disparition. Je savais qu'elle essayait de me retrouver, par des connaissances communes, par les réseaux sociaux, mais j'avais disparu pour tout le monde, délibérément, consciencieusement, comme si j'étais mort. Parce que pour moi, il était mort. Michel n'écrivait plus. Je ne cherchais pas où elle était, avec qui elle était, ce qui lui arrivait. Peut-être qu'elle est seule. Peut-être que quelqu'un d'autre a pris ma place. Cela m'était déjà égal. Je survivais, je me reconstruisais morceau par morceau. Et ce qui s'était passé entre nous n'avait plus d'importance. Un jour, dans la rue, j'ai rencontré un couple âgé. Ils marchaient en se tenant par la main. Il portait son parapluie, elle portait son sac. Ils se regardaient comme s'ils avaient vécu non pas 50 ans, mais 5 jours. Amoureux et vivants. Je me suis arrêté, je les ai regardés s'éloigner, et j'ai pensé, quelque part dans le monde, un tel amour m'attend sûrement. Pas celle qui déchire et trahit, mais celle qui guérit. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas bientôt. Mais maintenant je savais, je suis encore vivant, et
Tout est devant moi. Renouveau. Presque 2 ans ont passé. Je ne me souviens plus de cette histoire comme d'une blessure. Maintenant, elle ressemble plus à une cicatrice. Elle est avec moi, mais ne fait plus mal. Il fait simplement partie de mon corps, de ma vie. Et sans doute, j'en ai besoin. Besoin pour ne pas oublier ce que j'ai traversé. Je vis dans une petite ville côtière, où le matin sent le café et la mer. J'ai loué un appartement non loin du rivage, et presque chaque soir, je m'assois sur la pente, regardant le soleil disparaître à l'horizon. Ici, personne ne sait qui j'étais, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai perdu. Ici, je suis simplement Jonathan, un homme simple qui est parti un jour. Pas en fuite? Non. J'ai choisi moi-même. Parfois, quand le vent est particulièrement chaud, je pense à quel point il est facile de détruire ce que nous construisons pendant des années. En une nuit, par un acte, par un mensonge. Mais je ne garde plus de rancune, ni contre Michel, ni contre Rosa, même pas contre moi-même. Je continue simplement d'avancer. J'ai appris à sourire, à ne pas attendre un coup dans le dos, à me réveiller, sans ressentir d'anxiété. Vous savez, je crois encore en l'amour. Cet amour véritable, sans jeu, sans trahison, sans lits étrangers entre vous. Et quand elle viendra, si elle vient, je serai prêt, parce que j'ai survécu, et j'ai choisi de vivre, véritablement. Concernant ma femme, je ne sais même pas et je n'imagine pas où elle est, et ce qui se passe dans sa vie. Peut-être qu'elle m'a cherché, peut-être pas. Pendant tout ce temps, personne ne m'a appelé sur mon nouveau numéro. Personne n'est apparu sur le seuil de ma nouvelle maison. Beaucoup de gens ont posé des questions sur mes parents. Mon père et ma mère sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 21 ans. Donc parmi tous mes proches, il n'y avait que ma femme, mon ex-femme, mais pas la dernière. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, mettez des likes. Vous pouvez également regarder nos vidéos précédentes sur la chaîne. Et je souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.